L'inscription des tout-petits de la maternelle et du CP1 a démarré aujourd'hui. Ce premier jour, les parents traînent les pieds. Les éléphants de Côte d'Ivoire et les panthères du Gabon sont à Bouaké où ils vont s'affronter demain lors de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Et puis il y a 47 ans, le 4 septembre 1970, Salvador Allende était élu au Chili. Une élection contestée à la tête d'un gouvernement d'unité populaire regroupant plusieurs partis de gauche. Il met en place un vaste programme en faveur des classes populaires, mais il est assassiné en 1973. Madame, Monsieur, bonsoir. Les inscriptions à la maternelle et au CP1 au titre de l'année scolaire 2017-2018 ont démarré aujourd'hui. Démarrage timide de ces inscriptions. L'opération concerne les enfants âgés de 3 à 4 ans pour les écoles maternelles. Pour les classes de CP1, les inscriptions concernent les enfants âgés de 5 à 9 ans révolus et les inscriptions au CP1 sont gratuites. Plus de 18 000 candidats affrontent aujourd'hui aussi le concours de la formation professionnelle. Ils sont repartis dans 61 centres sur l'ensemble du territoire. Ils sont répartis entre le secteur de l'industrie, du tertiaire, de l'hôtellerie, du bâtiment et des sciences médico-sociales. Les résultats de ce concours sont attendus le 14 septembre. Grace Kando s'est rendue dans quelques centres de composition. Centre de bureautique, de communication et de gestion CBCG, ce lundi 4 septembre. Jour du démarrage des concours d'entrée dans les structures de formation de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. À l'entrée du centre, un tableau d'affichage. Certains candidats cherchent encore les références de leur salle. J'étais en voyage, je viens tout juste d'arriver. Je suis arrivée hier, je n'ai pas eu le temps de venir. Et ce matin, je suis venue voir, en même temps aller m'asseoir pour la compo. Je n'ai pas encore retrouvé la salle. J'espère retrouver la salle avant l'heure. Après 20 minutes, Mariam retrouve enfin sa salle de composition avant le lancement officiel des épreuves. L'épreuve est simple, abordable. J'ai commencé la lecture et je vois que ça peut aller pour un début. C'est pas compliqué. Bon, ce sont des choses qu'on a déjà vues. C'est beau. J'espère que j'aurai une bonne note pour pouvoir valider le concours. Pour entrer dans nos structures, il y a 2 voies d'accès. Il y a la voie par orientation et les concours. On attend que les candidats donnent le meilleur d'eux-mêmes pour que nous, dans nos structures, nous puissions avoir les meilleurs élèves. Vous venez à l'enseignement technique et à la formation professionnelle, vous avez un emploi, un avenir assuré. En plus du français, 3 autres matières sont en lice: anglais, mathématiques et connaissances du monde contemporain. Ce sont 18 883 candidats répartis dans 61 centres qui frappent aux portes de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Pour s'assurer du bon déroulement des épreuves, le secrétaire d'État chargé de la formation professionnelle et de l'enseignement technique visite quelques centres. Ce sont donc des enfants qui passent le concours pour faire donc le BT, pour faire le CAP, le BP, dans le secteur donc de l'industrie, tertiaire, bâtiment, hôtellerie. Donc nous sommes venus nous assurer que ce concours se passe dans les meilleures conditions. Au niveau donc de la préparation, nous mettons un point d'honneur sur la lutte contre la fraude, puisque bon, le secteur privé ivoirien a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée et cela ne peut pas s'accommoder avec la fraude. Donc je suis heureux que les élèves eux-mêmes nous disent que tout se passe dans les meilleures conditions et qu'ils ont pris une conscience, celle donc de donner le meilleur d'eux-mêmes sans recourir à la facilité, donc à la fraude. Les résultats sont attendus le 14 septembre prochain. 9 000 places sont disponibles. Éliminatoire de la Coupe du Monde 2018, les équipes de la Côte d'Ivoire et du Gabon sont arrivées à Bouaké. Les 2 équipes vont s'affronter demain au stade de la Paix. Lors de cette 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, les Panthères du Gabon veulent laver l'affront du samedi dernier. Les éléphants avaient battu alors le Gabon 3-0. Bouaké. Hier dimanche, il est un peu plus de 21 h quand l'avion transportant l'équipe nationale du Gabon atterrit à l'aéroport. Après leur débâcle de samedi sur leur terre et devant leur public, 3-0 contre les éléphants, les Panthères, en cette 4e journée des éliminatoires du Mondial Russie 2018, entendent sortir leurs griffes et préserver leur fourrure intacte. Aujourd'hui, nous avons amené une autre équipe
Et c'est une autre face du Gabon que vous allez voir mardi sur la pelouse du Stade Bouaké. Donc les jeunes sont venus pour livrer une bataille, un combat. Et je crois qu'il y aura du beau football mardi. La presse sportive gabonaise a cette même vision. La Panthère va feuler à Bouaké. Ici, c'est un groupe qui sera plus libéré qu'à la maison, puisqu'ils n'ont plus normalement rien à perdre. Ce lundi matin, c'est à 11h05 que le capitaine Yao Kwasi Gervais, dit Gervinho et ses coéquipiers sont arrivés à Bouaké. Pour ce match contre le Gabon, il faudra rester dans une dynamique victorieuse. On a récupéré un peu après 3 jours. On vient ici dans le but de faire un bon résultat. On a eu les 3 points au dernier match, mais après c'est déjà passé, il faut oublier. Il faut surmonter encore la fatigue et puis chercher à avoir les 3 points demain. C'est un match à la maison, un match qu'on doit gagner pour se rapprocher de la Coupe du Monde. Éléphant de Côte d'Ivoire, Panthère du Gabon, c'est pour demain mardi, 17h30, au stade de la Paix de Bouaké. À une semaine du coup d'envoi du Tour cycliste de Côte d'Ivoire, les cyclistes ivoiriens ont jaugé leur niveau hier à travers le Grand Prix de la Paix dans la commune de Marcory. Et c'est Bamba Karamoko qui a dévancé Sanogo Abou et Lengani Amadou sur le podium. Moyabi Diabaté, Mech Samuel. Bamba Karamoko, vainqueur de la 4e édition du Grand Prix de la Paix. Il fallait pour cela parcourir 30 km en circuit fermé de 25 tours à travers la commune de Marcory. Du foyer polyvalent en passant par le carrefour de l'INJS à l'église Sainte-Thérèse. À ce jeu, l'éléphant cycliste Bamba Karamoko et ses dauphins de l'équipe nationale Sanogo Abou et Lengani Amadou ont été imprenables à la grande satisfaction des populations de Marcory et de son premier responsable. Le cyclisme n'est pas un sport mineur, c'est un sport qui demande beaucoup de technicité, beaucoup d'endurance. Donc ce tour devait avoir lieu depuis août, mais à cause des Jeux de la francophonie, on l'a décalé à aujourd'hui. Pour la 5e édition, nous allons organiser un tour au niveau du district. On partira de Marcory et on reviendra à Marcory en sillonnant toutes les 13 communes d'Abidjan. En attendant le démarrage du Tour cycliste de Côte d'Ivoire, avec des concurrents de taille, le Grand Prix de Marcory avec 15 coureurs au départ, issus de 6 clubs, a été un test grandeur nature pour les cyclistes ivoiriens qui reviennent d'une préparation en Éthiopie. Des centaines de migrants, pour la plupart des Soudanais et Érythréens espérant rejoindre le Royaume-Uni, dorment chaque soir dans un parc de Bruxelles. Un phénomène qui a pris de l'ampleur cet été, faisant redouter une situation comparable à celle de l'ex-jungle de Calais. Nous sommes à la Belgium Kitchen, une cuisine collective gérée par des bénévoles à Bruxelles. Depuis 5 mois, ils préparent chaque jour des repas pour les migrants qui dorment dans un parc de la capitale belge. Ces volontaires ont commencé par servir de la nourriture à Calais il y a plus d'1 an. Aujourd'hui, ils constatent que la situation ne fait que se répéter. Au début, quand on donnait des repas, il y avait 200 personnes, ça arrive à 650 personnes. C'est franchement critique. À la fin, ils n'ont plus de solution. Ils se retrouvent dans un parc en disant ouais, ils sont vraiment perdus en ne sachant pas où aller. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est un problème belge, c'est un problème de certains pays, c'est un problème européen. Ici, la plupart des migrants viennent du Soudan et d'Érythrée et aimeraient rejoindre l'Angleterre. Mais après de longs mois d'exil et une longue traversée en Libye, cet homme ne souhaite qu'une chose, pouvoir s'installer en Belgique. Je souffre beaucoup. Et pas seulement moi, je sais que tous mes amis souffrent beaucoup. Personnellement, je ne veux pas aller en Angleterre, car mon voyage a été très dur et j'ai beaucoup dépensé. Je viens d'arriver ici en Belgique et je voudrais juste demander l'asile. Aujourd'hui, Yacine et son équipe ont distribué 620 repas. Les migrants s'endorment comme chaque soir à même le sol, dans des conditions précaires. De nombreuses organisations de santé demandent aux autorités belges de créer un centre d'accueil. C'est notamment le cas de Médecins du Monde qui se rend au parc 2 fois par semaine. Il y a des solutions, il y a des bâtiments vides juste à côté du parc, il y a des acteurs qui pourraient être des acteurs intéressés, type Croix-Rouge ou autre. Donc quelque part tout le mécanisme, tous les outils sont là pour que cette solution soit mise en place. Il faut juste de la volonté politique. Aujourd'hui, ce qui bloque, c'est clairement le fédéral.
Car le gouvernement belge fait jusqu'à présent la sourde oreille. En attendant, les bénévoles continuent de se relayer jour et nuit pour venir en aide aux migrants. Le 4 septembre 1970, le socialiste Salvador Allende est élu président de la République du Chili. Il n'obtient cependant que 37% des voix avec une coalition fragile qui va du centre à l'extrême gauche maoïste. L'hostilité de l'opposition au président ne cessera de se renforcer jusqu'à sa mort tragique 3 ans plus tard. 4 septembre 1970, élection contestée de Salvador Allende au Chili. Médecin progressiste et franc-maçon, né le 26 juin 1908 dans une riche famille de la bourgeoisie franc-maçonne du Chili, Salvador Allende suit une formation de médecin tout en s'engageant en politique. Il participe à 20 ans en 1933 à la fondation du Parti socialiste chilien. En 1939, il devient ministre de la Santé dans un gouvernement du Front populaire et tente d'imposer par la loi la stérilisation des malades mentaux. Il échoue une première fois à l'élection présidentielle en 1952 à la tête d'une coalition de gauche, le Front d'action populaire. Puis une nouvelle fois en 1958, il se console avec la présidence du Sénat où s'est fait jour son sens du dialogue et du compromis. Une troisième fois candidat à la présidence en 1964, il échoue face à Eduardo Frei. Le 26 février 1964, Eduardo Frei, candidat démocrate chrétien, est élu à la présidence de la République sur un programme réformiste qui a les faveurs de l'Église, la révolution dans la liberté, partage des terres, nationalisation des mines de cuivre qui font la richesse du pays. Le nouveau président établit aussi des relations diplomatiques avec Fidel Castro, toutes choses qui ont l'heure d'irriter le patronat chilien et plus encore les États-Unis. Dans le même temps, ces réformes entraînent une surenchère à gauche où se développent des mouvements révolutionnaires violents d'inspiration guévariste, trotskiste ou maoïste. Le 4 septembre 1970, Salvador Allende est élu à la présidence de la République avec 36,3% des suffrages face à 2 candidats de droite, Jorge Alessandri, candidat du Parti national qui a obtenu 35% des suffrages, et le démocrate chrétien Radomiro Tomic, 27,8% des suffrages, lâché par le patronat et les États-Unis. En l'absence de majorité absolue et faute d'un deuxième tour qui départageait les 2 candidats arrivés en tête, la Constitution confie au Sénat le soin d'abriter l'élection. C'est ainsi que les sénateurs démocrates chrétiens joignent leur voix à la gauche pour valider l'élection de Salvador Allende. Un marxiste accède par les unes à la tête d'un pays d'Amérique latine. C'est un électrochoc dans l'opinion internationale et en particulier la gauche française où l'on se prend à rêver l'impensable. Les prix flambent et le marché noir s'installe. Le pays est bientôt paralysé par des grèves à répétition, dont celle des camionneurs, qui paralysent le pays pendant 3 semaines en octobre 1972 en bloquant la route panaméricaine, colonne vertébrale qui court du nord au sud sur près de 4000 km. En novembre 1972, Fidel Castro s'en vient visiter le Chili pendant plusieurs semaines, distribuant ses conseils à tout va au risque d'irriter les Chiliens. À peine est-il parti que les ménagères descendent dans la rue en agitant des casseroles vides pour protester contre les pénuries alimentaires. Salvador Allende doit simultanément faire face à une opposition de droite majoritaire au Parlement. Elle est soutenue en sous-main par les agents secrets de la CIA américaine et financée par les multinationales implantées dans le pays. L'extrême droite commet un attentat meurtrier contre le commandant en chef de l'armée de terre, le général René Schneider, fidèle soutien du président. En 1972, Carlos Prast devient ministre de l'Intérieur, tandis que Augusto Pinochet le supplée à la tête de l'armée de terre comme chef d'état-major. Le 9 août 1973, Salvador Allende rappelle les militaires au gouvernement. Il nomme Carlos Prats au ministère de la Défense, mais dès le 23 août, suivant celui-ci, humilié et découragé, démissionne de toutes ses fonctions. Il est remplacé par Augusto Pinochet à la tête de l'armée de terre. Le président ne voit plus d'autre issue dans un référendum qui lui permettrait, en cas d'échec, de démissionner avec les honneurs. Mais Pinochet, qui a rejoint le camp des putschistes, ne lui laissera pas le temps de l'organiser. Le 11 septembre 1973, il supervise un soulèvement militaire qui conduit Salvador Allende au suicide et plonge le Chili dans la terreur. Fin de ce journal, portez-vous bien.